Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud et l'un des porte-parole des loyalistes. Gilles Brial, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, les loyalistes qui ne sont pas à Paris, pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas vous associer à cette délégation interinstitutionnelle transpartisane qui est actuellement en métropole où elle rencontre les plus hautes personnalités de l'État? Alors, moi je devais y aller et on a annulé nos déplacements pour trois raisons. On a demandé trois choses en contrepartie. Euh, la première, c'est d'associer le gouvernement. C'est-à-dire qu'au Congrès, nous avons voté ce plan de redressement de l'économie, de relance, de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie qui fait appel à l'aide de l'État sur 5 ans. Sur 500 Et milliards de francs Pacifiques. 500 milliards accessoirement de francs pacifiques, donc d'aide de l'État, mais qui n'a pas été négocié avec l'État, qui a juste pour l'instant été décidé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. On a décidé de demander ou de dire à l'État que ce serait bien qu'il nous donne 500 milliards. Ça, c'est la première chose, ça a été voté par le Congrès, mais en parallèle, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a travaillé sur un plan, le S2R, et qui est important puisque lui aussi vise à relancer l'économie calédonienne. Ce qu'on dit, la première chose, c'est qu'il faut que ces deux plans se rejoignent. Ce qui est important aujourd'hui, vu l'état économique, social catastrophique de la Nouvelle-Calédonie, il doit y avoir qu'une seule voix à Paris. L'ensemble des institutions politiques, l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile doivent parler d'une seule voix. Donc on ne peut pas avoir le Congrès qui va d'un côté et le gouvernement qui va dans 15 jours. Ça n'a pas de sens pour Paris. C'est difficilement compréhensible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième raison, c'est que dans cette, et ce n'était pas prévu, en tout cas moi je ne l'avais pas compris comme ça, dans ce déplacement, il n'y a pas le Palika. Le Palika qui lui a pas approuvé d'ailleurs le plan quinquennal. Enfin, il s'est Oui, abstenu. il s'est abstenu parce que le gouvernement Mapou était en train de travailler sur un plan. Et le Palika a finalement décidé de ne pas aller à Paris. Nous, on considère, les loyalistes, que ça n'a pas de sens d'aller à Paris avec les seuls représentants indépendantistes sont les représentants de l'Union calédonienne qui a créé la CCAT, qui nous a amenés dans la situation dans laquelle on est, et ne pas aller avec le Palika, qui lui est le seul où les représentants, leurs représentants indépendantistes, ont critiqué les actes de la CCAT et veulent participer à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Je trouve que honnêtement, ce message était pour nous pas clair. On va à Paris avec ceux qui soutiennent la CCAT et on laisse de côté ceux qui la condamnent. Et je trouve que c'est important parce que dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va avoir besoin du retour au dialogue. Et le Palika, aujourd'hui, a des positions claires. Ils sont indépendantistes. Moi, je suis toujours pas indépendantiste et eux, ils sont toujours pas non indépendantistes. Ils sont indépendantistes, mais ils ont une philosophie d'indépendance, de ne pas vouloir nous écarter. Donc, ils sont pour la construction en commun de notre territoire, avec un objectif à la fin différent, mais en tout cas, ils sont pour une construction en opposition à ceux qui sont pour une destruction. On va revenir sur les divisions, sur l'état actuel du camp indépendantisme. Mais pour rester sur ces deux plans, donc le PS2R, sauvegarde, refondation, reconstruction, le plan quinquennal qui demande des milliards à l'État, de toute façon, dans les deux cas, il s'agit de demander de l'argent à l'État, quel que soit la Calédonie ne peut pas s'en sortir autrement aujourd'hui. Alors, paradoxalement, c'est que les actes terroristes qui ont été menés par des indépendantistes extrémistes ont fait qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'a jamais été aussi dépendante de la France. On a besoin tous les jours de l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie et on a besoin de plus en plus des moyens financiers de l'État en Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité. Nous n'avons pas les collectivités calédoniennes, nous n'avons pas les sociétés calédoniennes ni les contribuables calédoniens les moyens de redresser notre économie, les moyens ne serait-ce que de survivre aujourd'hui. On a besoin de l'État et c'est pour ça que je dis que cette aide de l'État, il est massif. Il devra être massif, il doit être rapide, mais dans un contexte budgétaire national très difficile. Donc on ne peut pas aller à plusieurs à Paris, chacun de notre côté, aller demander de l'aide de l'État. Il faut que tout le monde y aille, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des provinces, l'ensemble des institutions comme le Congrès, le gouvernement, ensemble. Toutes les couleurs politiques doivent être représentées, accompagnées de la société civile pour aller chercher cette aide-là. Parce que
nous, on a l'impression qu'on est le centre du monde, mais en métropole, ils sont dans une logique de réduction, d'économie forte, parce qu'ils ont explosé le déficit budgétaire de l'État. Et donc, dans une période compliquée, on vient nous demander une aide très, très, très conséquente. Donc, il faut cette unité. Il ne faut pas juste faire de la communication. Et c'est ce qui m'a dérangé finalement, et c'est pour ça qu'on n'a pas été. Il ne faut pas être dans une logique de communication. Il faut laisser les cabinets s'installer. On a enfin un gouvernement qui vient d'être mis en place. Un gouvernement, c'est un ministre, certes, mais un ministre et un cabinet avec des collaborateurs, un directeur de cabinet. Il faut que tout ça se mette en place et aller les voir quand tout est en place, quand ça roule, pour qu'on ait à leur proposer. Il ne faut pas juste demander 5 milliards d'euros. Il faut leur dire, voilà, nous, les efforts qu'on est prêt à faire en Nouvelle-Calédonie, et voilà de quoi on a besoin de la part de l'État, que ce soit au niveau financier, que ce soit un accompagnement humain, accompagnement technique. Et ça doit être porté par tous les Calédoniens. Un État qui a un nouveau visage, enfin des nouveaux visages aujourd'hui avec le nouveau gouvernement Barnier, c'est François-Noël Buffet, l'ancien président de la commission des lois du Sénat, qui est nommé ministre des Outre-mer. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle architecture? On a entendu Bruno Retailleau déjà s'exprimer sur la Nouvelle-Calédonie. Vous pensez que c'est un bon signal pour la Calédonie ou non, ce nouveau gouvernement? Ah ben déjà, le premier bon signal, c'est qu'enfin on a un gouvernement. Ça a été lent, mais enfin on en a un, et enfin on a un interlocuteur. Il y avait un gouvernement démissionnaire avec des ministres comme Bruno Le Maire qui ont continué à s'investir jusqu'à la fin, mais il nous manquait un interlocuteur pour se projeter. Et donc ça, c'est important. Ensuite, sur le ministre de l'Outre-mer ou le ministre de l'Intérieur, moi, je suis plutôt content. Ce sont des sensibilités de droite pour le ministère de l'Intérieur, et je considère que, et là je prends pas que mon regard de Calédonien, mais mon regard de Français également, je pense que la France a besoin d'ordre et qu'il lui manque de l'ordre, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais également en France. Et c'est bien d'avoir une politique de droite forte au niveau du ministère de l'Intérieur. Et pour les Outre-mer, l'avantage de M. Buffet, c'est qu'il connaît la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est important. Il ne s'agit pas de se dire il est proche de moi ou il n'est pas proche de moi. C'est qu'on ait un interlocuteur qui connaisse le dossier calédonien et qui plonge rapidement et qui s'imprègne rapidement de ce dossier et qui ne mette pas 6 mois à comprendre les équilibres compliqués, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne fait rien de manière simple, et qui ne mettent pas 6 mois à les comprendre, que dès demain, quand son cabinet est en place, il est opérationnel. Et ça, je trouve que c'est une chance pour nous. Alors, il est rattaché directement à Matignon, au Premier ministre, alors que son prédécesseur était rattaché au ministère de l'Intérieur. C'est mieux, ça aussi? Vous pensez que c'est mieux que ce soit le Premier ministre directement qui ait un œil sur le dossier, ou est-ce que ce sera le président de la République, comme on le dit? On est un peu perdu pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui va s'occuper de nous, quoi. Alors c'est bien que le Premier ministre ait un œil direct sur la Nouvelle-Calédonie, encore plus aujourd'hui, parce qu'on a besoin de plusieurs choses en Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'un retour à l'ordre, donc ça c'est lié au ministère de l'Intérieur. On a besoin d'accompagnement financier. Ça, c'est le ministère, c'est le ministère de Bercy, hein, c'est les finances. Et puis, on a besoin de perspectives et de discussions. Et ça, c'est le Premier ministre. Donc, le fait que tout remonte au Premier ministre, c'est lui qui a, je dirais, la vue sur l'ensemble des ministères, c'est une bonne chose. Que le président de la République reste dans le coup, c'est nécessaire également. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à voir où va être placé le curseur calédonien, mais je pense que le Premier ministre doit s'investir, contrairement au gouvernement précédent où on avait un Premier ministre qui s'était finalement très peu investi sur le dossier calédonien. On attend d'ailleurs que Michel Barnier évoque la Calédonie dans son discours de politique générale, hein, de la semaine prochaine, mardi. Alors, on espère qu'on sera intégré dans ce discours politique général, parce que la situation dans la Calédonie est grave et qu'il est important qu'à Paris, ils prennent conscience de la réalité de ce que vivent les Calédoniens. Parfois, ils ont l'image que tout s'est calmé. Maintenant, encore aujourd'hui, on a 12 000 personnes qui sont prises en otage, qui sont séquestrées chez eux à Saint-Louis. On a une économie qui chute de jour en jour, et le pire reste à venir, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans les mesures de chômage partiel, et quand on en sortira dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura une vraie crise sociale. Donc c'est important qu'à Paris, ils se rendent compte de ça et qu'il l'explique dans son discours politique général et qu'il donne une perspective, qu'il donne sa vision de comment il souhaite intervenir dans le dossier calédonien.
Alors on parle de violence insurrectionnelle, vous vous dites, j'ai noté des violences terroristes, hein, des actes terroristes pour qualifier ce qui s'est passé à partir du 13 mai. Ah bah écoutez, moi je sais pas, hein, les choses sont claires pour moi. Quand vous avez une bande de personnes qui vont brûler et piller l'économie du territoire, quand ils tirent sur des gendarmes à balles réelles, quand ils vous jettent dessus des cailloux, des cocktails Molotov, pour moi c'est du terrorisme. C'est pas, il faut pas banaliser ces actes-là. Nous les Calédoniens, on a une capacité de résilience qui est phénoménale, et c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé et la violence de ces actes-là. Pour moi, c'est des actes de terrorisme avec une bonne pointe de racisme en plus dessus, hein, parce que c'était quand même régulièrement accompagné de mots pour nous inciter à partir d'ici comme si on n'était pas ici chez nous, quoi. Alors plus de 4 mois après le début de ces violences, vous le disiez, ça continue encore un certain nombre d'exactions, même si la situation s'est heureusement apaisée depuis le mois de mai. Quels sont les dégâts quel est le bilan que vous pouvez faire des dégâts, notamment peut-être, on a parlé de l'économie, mais en province sud très directement, la province a été très impactée forcément par ces événements. Ah oui, bah c'est plus de 3,5 milliards d'impact sur nos bâtiments, nos routes. En fait, on a deux conséquences majeures. La première, c'est on a une perte de la qualité du service à la population qui est liée bah, à tout ce qui a été cassé, pillé, brûlé dans les équipements publics, que ce soit des équipements d'accueil de nos directions qui recevaient du personnel, ou les équipements sportifs, ou les équipements médicaux, ou d'accueil social. Donc ça, on a moins de services. Et on a en parallèle, lié à la catastrophe économique, on a moins de recettes fiscales. Et donc du coup, on est obligé de arrêter complètement des pans entiers des politiques provinciales. Des choses qu'on a mis des années à construire. En quelques semaines, on a dû les arrêter. Et dans l'ensemble des secteurs, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, de la culture, de la jeunesse, des sports, de l'économie environnementale, on a dû arrêter l'aide à l'ensemble de nos partenaires, de ces associations qui, au quotidien, permettaient le développement de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est également tout un tas de services qui étaient au service de la population qu'on a dû arrêter pour une raison simple. Comme l'économie a chuté, on a brûlé la moitié des entreprises en Nouvelle-Calédonie, il y a des Calédoniens qui ont perdu leur emploi, ben, c'est moins de recettes fiscales, c'est moins de consommation. Donc, quand on consomme moins, il y a moins de recettes pour la Nouvelle-Calédonie. Ben, c'est moins de capacité pour ces entreprises à payer des impôts et aux salariés. Donc, toutes ces recettes en moins font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un budget qui c'est comme s'il s'est arrêté du jour au lendemain. Mais c'est ce que vivent certaines familles malheureusement, au quotidien. Et ben, on est obligé de faire des économies drastiques aujourd'hui Et à tête de la province. est-ce que vous avez le sentiment que les administrés, la population de la province comprend ça, ou est-ce qu'ils ont le sentiment que vous pourriez les aider davantage et qu'ils ne comprennent pas l'arrêt de certaines aides, de la fermeture de certains services? Je dirais les deux. Il y a une partie de la population qui le comprend et d'autres, ils ne comprennent pas que certaines aides, l'aide médicale, des interventions sociales qu'on avait ou dans le domaine du sport, par exemple, s'arrêtent. Sauf que il y a un avant 13 mai et un après 13 mai. Et on va remettre des années et des années à espérer avoir le même niveau de vie qu'avant le 13 mai, que ce soit au niveau économique, mais au niveau de la santé, au niveau du social, au niveau de l'enseignement, on mettra des années à retrouver ça. Et donc malheureusement, il faut que les Calédoniens soient conscients de ça. La crise n'est pas encore passée, et c'est pour ça que l'État doit intervenir massivement, et c'est pour ça qu'il faut être capable de dire à l'État exactement de quoi on a besoin et de le porter tous ensemble. Il ne faut pas que chacun y défende son bout de steak dans son coin, parce qu'on n'y arrivera pas, on aura une aide qui sera diffuse et qui ne sera pas orientée pour la population. Mais je comprends que c'est dur, et vous savez, moi je me retrouve dans des réunions d'arbitrage toutes les semaines à devoir arrêter des dispositifs qu'on a mis en place et qu'on a mis des années à construire avec la population, avec nos directions. Et c'est violent. C'est violent de faire ça. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas les moyens. Quand on n'a pas, ben, on doit malheureusement faire des coupes budgétaires. Et donc vous avez dû faire des choix. Vos priorités, c'était quoi pour aider? Parce que
dans les premières semaines, on a eu l'impression que vous mettiez quand même, vous veniez en aide notamment aux entreprises, notamment aux salariés qui ne pouvaient pas toucher leur salaire. Oui, ben, on est intervenu pour pouvoir maintenir des salaires. Ce qui était important pour nous, c'est que, que les Calédoniens puissent garder du pouvoir d'achat, puissent avoir un salaire à la fin du mois. On a mis beaucoup d'argent sur les navettes maritimes pour le Mont-d'Or Sud, même si ce n'est pas de notre compétence. Ça nous coûte 5 millions par jour parce qu'on ne peut pas accepter les conditions dans lesquelles ils sont parqués aujourd'hui là-bas. Et heureusement, l'État nous vient en aide et va prendre le relais sur le financement de ces navettes. Et puis, ben, c'est de relancer notre système scolaire. Donc ça a été une de nos priorités, de remettre en état nos établissements. Et on a 21 collèges publics. Ils ont eu de nombreuses dégradations, 1,6 milliard de dégradations sur ces collèges. Ben, c'est de permettre qu'ils puissent réouvrir progressivement, certes dans des conditions dégradées, mais dans des conditions quand même d'enseignement. Donc voilà, c'est essayer de remettre en marche certaines choses. Et en parallèle, on a des dégradations qui continuent. On a dû fermer le centre médico-social, ce qu'on a les anciens dispensaires, hein. Celui de Thio, celui de Diaté, celui de l'île des Pins. Pas parce qu'ils ont été dégradés, parce que les conditions de vie pour les médecins et le personnel de santé n'étaient plus acceptables, parce qu'ils étaient menacés, parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et donc, on a en parallèle une politique qui continue malheureusement à se dégrader. Concernant les établissements scolaires, il y a eu la décision aussi qui a été prise de fermer le collège de Rivière-Salée. Décision controversée, mais il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Vous ne pouviez pas restaurer le collège dans l'état où il était, hein. Non, il faut être pragmatique. On avait deux problématiques. La première financière, on est incapable de faire ces 750 millions de travaux et de maintenir les cours en même temps. Et puis après, il y a une réalité, c'est-à-dire qu'avant le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie se vidait déjà. On a perdu ces dernières années des milliers de personnes en Nouvelle-Calédonie, certains disent 20 000. Ce qui est sûr, c'est que dans le scolaire, en 4 ans, on a perdu 1450 élèves dans le primaire et 500 élèves dans les collèges que de Nouméa. Que de Nouméa. Donc on a finalement des établissements qui deviennent surdimensionnés aujourd'hui et on n'a plus de sous. Donc on doit reconstruire et on ne va pas reconstruire des collèges alors qu'on sait qu'on est déjà en surcapacité aujourd'hui parce qu'on continue à perdre des élèves. Et depuis depuis le 13 mai, on a perdu encore, parce que là, les chiffres que je vous ai donnés, c'était avant le 13 mai, on a perdu encore 1100 élèves en province sud, dans les écoles primaires. Donc vous voyez, on va avoir malheureusement moins de besoins de collèges. Donc il faut le peu de moyens financiers qu'on a, les orienter vers ce qui n'existe plus aujourd'hui. Mais là aussi, les parents d'élèves, on sait un certain nombre de parents d'élèves ont protesté. Vous leur expliquez les choses, ils les comprennent, ils les admettent, ça, ou vous croyez que ça va faire des tensions à nouveau autour de ces établissements? Non, mais je pars du principe qu'il faut assumer ces décisions. Quand on prend une décision comme ça, c'est une décision lourde. Je comprends qu'elle impacte le quartier et que les gens en soient meurtris. Et moi, j'ai décidé de les assumer. Donc, j'ai été rencontrer le conseil d'administration du collège où il y a les représentants des parents d'élèves. J'ai reçu le collectif de Rivière-Salée et j'ai expliqué les choses. J'aurais donné le maximum de transparence avec les éléments qui faisaient pourquoi on a pris cette décision. Ce n'est pas une punition sur la population de Rivière-Salée, on n'a pas le choix. Et encore une fois, les Calédoniens doivent comprendre qu'il n'y aura plus la vie d'avant le 13 mai. Nous, on doit leur donner un maximum de perspectives, un maximum de reconstruction, mais on ne peut pas tout faire du jour au lendemain, c'est pas possible. Alors, on craignait dans ce contexte la date du 24 septembre. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs, beaucoup d'angoisse chez les Calédoniens. Finalement, tout s'est bien passé. Vous constatez quand même donc qu'il y a un réel apaisement des choses plus de 4 mois après le début de cette insurrection? Ah bah déjà, quand l'État met les moyens, il y a la sécurité en Nouvelle-Calédonie. C'est ça, pour moi, la première conclusion de ce qui vient de se passer. Il faut qu'ils laissent les forces de l'ordre sur le terrain, il faut les laissent dans cette Ah mais il ne faut pas les importance. enlever de main, en tout cas, ça c'est sûr. Mais on a eu ces derniers jours un record de présence de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. On les aurait eu le 13 mai, certainement qu'on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Donc la première chose, c'est quand les forces de l'ordre sont présentes de manière massive, apparente, ça fonctionne. Quand il y a des émeutiers qui bougent, ils se sont fait contrer à chaque fois. Donc c'est ça. Donc il y a eu je dirais, ce bruit de fond. Alors, peut-être un plaisir que prennent les indépendantistes à faire courir des rumeurs en disant que ça allait bouger. Donc il y avait les forces de l'ordre et il y a des Calédoniens qui ont continué à se mobiliser. C'est ce qu'on appelle les voisins vigilants,
qui ont été présents dans leur quartier, dans leurs entreprises, pour s'assurer que tout se passait bien. Donc la mobilisation des deux, encore une fois, des forces de l'ordre importantes, plus des Calédoniens, a fait qu'on a pu passer le 24 septembre de manière paisible. Et le lendemain, on était encore français et on l'est encore aujourd'hui. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous êtes impliqué, Gabriel, on le sait, hein, dans les voisins vigilants. Certains vous en ont même fait le reproche très, très directement et très violemment. Ça en est où? Est-ce que le mouvement continue? Est-ce que les barrages qui ont été mis à l'entrée des quartiers vont être maintenus? Ou les autorités vous demandent aujourd'hui de lever le dispositif? Alors on était avec des référents de quartier aujourd'hui, des référents de barricades, pour discuter de ça avec les forces de l'ordre. L'objectif, c'est d'avoir un retour progressif à la vie normale. Mais ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire que aucun de nous ne s'est mobilisé des nuits entières pour se faire plaisir. On l'a fait pour protéger nos maisons, pour protéger nos familles. Donc là où il y a encore des tensions, on va lever progressivement nos barricades. L'objectif, c'est de le faire dans les jours qui viennent, mais maintenir des dispositifs de vigilance. Et on a demandé en contrepartie à l'État qu'il accentue sa présence sur le terrain. Et ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir se remobiliser si on sent qu'il y a une volonté à nouveau de débordement pour qu'on puisse reprotéger nos quartiers. Encore une fois, heureusement que les Calédoniens se sont mobilisés. Moi, je ne sais pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette mobilisation. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait eu des affrontements très violents avec beaucoup plus de morts s'il n'y avait pas eu cette mobilisation et cette vigilance des premiers jours, là où les forces de l'ordre ne pouvaient pas intervenir parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Donc levée progressive du dispositif avec capacité L'objectif, de déclencher c'est en cas d'enlever tout ce de qui est besoin. entrave à la circulation aujourd'hui, tout en maintenant notre vigilance. Alors l'actualité politique a continué, hein, depuis le 13 mai et parmi les rendez-vous, il y a eu le changement annuel de président du Congrès et la défaite de Rocco Mittan qui a été remplacé par Velma Faleo. C'était une bonne idée? Alors, je vous dirais que c'est une bonne idée parce que c'était la mienne, mais plus sérieusement, oui, mais c'était une nécessité. Il y a eu une opportunité, il fallait la saisir. C'était impossible pour moi en tant que responsable non indépendantiste de permettre l'élection de Rocco Mittan. Il fallait qu'on fasse tout pour Pourquoi? éviter. Ça fait des années qu'il préside le Congrès. Ça fait des années qu'il préside le Congrès, mais on a eu le 13 mai, et on a eu des élus, certains élus indépendantistes qui ont été dans l'incapacité de condamner ce qui s'est passé, de reconnaître que ce sont des actes terroristes, que rien ne justifie ce qui s'est passé au niveau de destruction en Nouvelle-Calédonie et au niveau des pertes de vie humaine. À partir du moment où celui qui le président du Congrès, c'est la première institution de Nouvelle-Calédonie, il représente les Calédoniens à l'extérieur. On ne pouvait pas laisser Rocco Mittan représenter les Calédoniens alors que les Calédoniens étaient en souffrance et qu'il n'était pas capable de le reconnaître. Donc il fallait qu'on fasse tout pour ça. Velma Faleo représente l'éveil océanien. L'éveil océanien a voulu se détacher de la politique de l'Union calédonienne. On a saisi l'occasion. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, on doit mettre au Congrès de la Nouvelle-Calédonie une majorité de reconstruction, avec toutes celles et ceux, qu'ils soient autonomistes ou indépendantistes, qui veulent reconstruire la Nouvelle-Calédonie et qui veulent que l'ensemble des Calédoniens vivent ensemble, en opposition à une majorité de destruction. Donc voilà, et Velma est une femme. Velma est issue d'une famille qui n'est pas indépendantiste et elle est dynamique et je pense qu'elle fera bien le boulot. On ne sera pas toujours d'accord, mais voilà, je pense que c'était une bonne chose et en tout cas, c'était important pour nous de montrer aux Calédoniens qu'on arrive également à bouger pour sortir Rocco Mittan de la présidence du Congrès. Rocco Mittan, il y a bien sûr, il y a l'Azerbaïdjan également comme élément, mais sur la CCAT, il dément toute implication et tout rôle dans la CCAT. Non, mais il y a de considérer qu'il n'est pas responsable. Certes, ça c'est la justice qui le dira, c'est pas moi de le dire. Être capable de condamner. Il y a des élus indépendantistes qui ont condamné les actes de la CCAT. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la vie est meilleure en Nouvelle-Calédonie qu'avant le 13 mai, que les indépendantistes ont plus de liberté, qu'ils ont plus de fierté. Non, ils ont perdu tout ça. Et en plus, un drapeau qu'ils auraient pu un jour espérer en faire quelque chose, ils en ont fait quelque chose de haine, un drapeau de la haine aujourd'hui, le drapeau indépendantiste. Donc soit vous êtes un leader et vous êtes capable de condamner ça en disant ce qui s'est passé est inadmissible,
soit vous ne le condamnez pas, c'est-à-dire que vous le cautionniez. Donc il a décidé de cautionner. Non, je prends acte. Il est incapable de le condamner. On prend acte et nous, on se tourne dans les discussions vers ceux qui sont capables d'accepter la main qu'on leur tend et de voir qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des populations qui sont indépendantistes, mais il y a toute une partie de la population qui a été majoritaire aux 3 référendums, qui n'est pas indépendantiste et qui ne veut pas vivre dans ces conditions-là. Dans ce contexte, que vous inspire la nomination de Christian Théin comme président du FLNKS, un congrès d'ailleurs en l'absence du PALICA et de l'UPM, c'était quoi? C'était purement de la provocation ou ça peut avoir une vraie base et il peut être considéré aujourd'hui comme devant être un interlocuteur? Ouais, je trouve que c'est de la provocation. Moi, j'avais même dit que c'est presque une déclaration de guerre de faire quelque chose comme ça. Mais c'est une basse manœuvre politicienne. C'est-à-dire, le gars, il est responsable de tout ce qui s'est passé. Il est en prison. Ben, il dit, tiens, on va le nommer président du FLNKS. Comme ça, on va en faire un prisonnier politique. Mais aucun de ceux qui sont en prison aujourd'hui en détention provisoire ne le sont par rapport à leurs convictions politiques. Ils sont en prison parce qu'ils ont brûlé la Nouvelle-Calédonie. Ils ont fait des actes terroristes. Ils sont en prison parce qu'ils ont incité, ils ont organisé ce qui s'est passé. Et ils ont fait en sorte qu'il y a des terroristes qui tirent sur les gendarmes à balles réelles, qui tirent sur les populations. C'est pour ça qu'ils sont en prison. Et on veut que celui qui va porter la voix indépendantiste pour les années qui viennent soit M. Théin. Non, ça, c'est pas possible. Donc, c'est un acte de provocation et c'est une basse manœuvre pour essayer de lui sauver la peau. J'espère que personne ne tombera là-dedans. Il faut maintenant reconstruire la Nouvelle-Calédonie, encore une fois, faire avec ceux qui sont capables de reconnaître qu'il y a plusieurs tendances en Nouvelle-Calédonie, mais que la violence, ça résout rien. Oui, mais alors avec qui? Parce qu'il va bien falloir reprendre un jour les discussions sur l'avenir. Le président de la République avait parlé de septembre, ça paraît raté, mais peut-être en octobre. Mais alors, le camp indépendantiste aujourd'hui, effectivement, est extrêmement divisé. Le FLNKS a presque explosé. Qui allez-vous avoir comme interlocuteur pour préparer l'avenir institutionnel? Alors déjà, on va avoir un interlocuteur à Paris, parce que le président de la République, il nous a quand même pas aidés hein, avec la dissolution. La Nouvelle-Calédonie a été un des dommages collatéraux de la dissolution, où on s'est retrouvé pendant 4 mois sans vraiment de personnes, en tout cas de responsables avec qui s'adresser. Donc on va avoir l'État qui va s'organiser. Et il faut que les indépendantistes fassent, je dirais, en quelque sorte, le ménage chez eux. Ceux qui veulent discuter, mais qu'ils le disent, qu'ils l'assument, que ceux qui veulent continuer à détruire, qu'ils l'assument également et qu'on les mette de côté, mais que l'État prenne l'initiative. Il faut aujourd'hui que l'État bouge, il faut qu'il prenne l'initiative, il faut qu'il convoque à Paris, il faut qu'il convoque ceux qui veulent discuter et ceux qui ne veulent pas discuter. On ne doit pas ne pas nous retrouver entre nous parce que certaines personnes préfèrent la destruction que la discussion. C'est pas possible ça. Donc l'État doit reprendre la main. Et moi j'ai entendu les déclarations de Jean-Pierre Jaoué sur Vote Entraîne il y a une semaine. On voit qu'il y a une volonté pour certains d'avancer. Il faut leur permettre d'avancer, il faut les protéger hein, parce que chez eux il y a quand même des extrémistes qui les pointent du doigt. Monsieur Tudugoro en a fait les frais avec sa maison qui a brûlé à Païta. Donc voilà, il faut qu'on trouve des interlocuteurs. Mais pareil, de notre côté, il faut que nous, les non-indépendantistes, alors moi je nous appelle les autonomistes. Parce que Voilà, je considère alors on dit les partisans de la France, on dit autonomistes, vous c'est le terme qui vous paraît le plus adapté. Oui, moi j'aime bien ce terme parce que... Au-delà on avait dit loyaliste aussi pendant un moment. Oui, mais les loyalistes, on sait qui on est, mais ça ne veut pas dire ce qu'on veut. Et les non-indépendantistes, je trouve que c'est pire. Parce que moi, ou anti-indépendantiste, mon combat au quotidien, c'est pas juste d'être contre l'indépendance. Je ne veux pas d'indépendance et je ferai tout pour que la Nouvelle-Calédonie ne soit jamais indépendante. Mais je veux un projet de société, un projet de progrès pour la Nouvelle-Calédonie. Je ne suis pas que contre l'indépendance, je suis pour le progrès. Et donc, ce progrès, il peut se faire aujourd'hui dans l'autonomie. Et l'autonomie, c'est quoi? L'autonomie dans la République, pour moi, c'est les valeurs qu'on porte aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est des autonomistes. Ça fait quelques années qu'on devrait s'appeler comme ça. En tout cas, notre camp, on se voit une fois par semaine l'ensemble des responsables politiques de mouvements ou d'institutions, quelles que soient nos tendances, et on essaye d'avancer sur un projet commun à présenter à l'État mais comme pour le problème économique tout à l'heure, pour la défense des Calédoniens sur un projet de société, on doit tous le porter ensemble. Quel que soit notre passé, quelles que soient nos divergences, quelles que soient les histoires de chacun, il faut qu'on soit capable de mettre ça derrière nous
pour être capable de présenter à l'État et aux indépendantistes, quand ils seront en ordre de marche, un projet de société, un projet d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie et qui soit un territoire autonome au sein de la République française. On parle d'un projet de fédéralisme interne, c'était évoqué par certains de vos petits camarades. C'est l'idée générale, en quoi ça consiste exactement et euh, comment le traduire? Parce qu'il y a eu beaucoup de termes qui sont sortis, on a parlé de différenciation provinciale, d'hyperprovincialisation, d'autonomisation des provinces, maintenant de fédéralisme interne. Tout ça, c'est la même chose? Oui, alors moi je pense que déjà il faut commencer par pas donner de nom. Et je suis très attaché à ça. Quand on a créé le MPC, il y a plus de 10 ans maintenant, le projet qu'on portait, c'était une collectivité de la République de type fédéré. Mais je pense que si chacun veut mettre un nom avant d'avoir construit le projet, ça va bloquer les autres. Quand il y en a un qui va parler de fédéré, certains vont comprendre associé. Quand certains vont parler d'autonomisation des provinces ou d'hyper-provincialisation, les autres vont entendre partition. En fait, il faut d'abord définir ce que l'on veut au niveau de nos valeurs. Et c'est pour ça que j'utilise plus le terme autonomie. Nous, ce qu'on veut, c'est que les valeurs, les compétences régaliennes restent à l'État, que la Nouvelle-Calédonie reste dans la Constitution française, mais qu'on ait, nous, sur les compétences qui soient les nôtres en Nouvelle-Calédonie, la capacité d'agir et d'améliorer la Nouvelle-Calédonie. Alors, si on veut appeler ça le fédéralisme ou l'hyperprovincialisation, il n'y a pas de problème. On est plus sur une logique de retour à 88 par rapport à 98, c'est-à-dire avec des collectivités comme les provinces qui ont vraiment le pouvoir du quotidien, donc du développement économique et de l'essor des populations. Et ce regroupement, enfin votre ensemble de mouvements partisans de la France ou d'autonomistes, comme vous les appelez, sont à peu près d'accord tous sur ce type de projet aujourd'hui. On y travaille. On y travaille. Je ne dis pas que c'est simple, mais on se voit une fois par semaine. Chacun expose ses idées. On travaille sur un document qu'on fait progresser. Mais c'est important parce que d'abord, ça permet de l'échange. Et l'échange permet de dissiper des ambiguïtés ou des choses qu'on avait l'impression. Finalement, on se rend compte, pour faire plus simple, que on a beaucoup plus de convergences que de divergences. Et c'est important de travailler ces convergences-là et de traiter vraiment à la fin les divergences. Et si le Premier ministre, ce que j'espère, prend dans les jours qui viennent l'initiative de lancer les discussions, nous, on y sera prêts. Et ça, c'est important. Dans ce groupe, pour être bien clair, il n'y a pas Calédonie Ensemble, il y a les autres mouvements partisans de la France, mais Calédonie Ensemble, vous les avez pas intégrés dans ce groupe de discussion. Pour l'instant, non, mais il y a un moment où il faudra qu'on échange également avec eux. Il faut que, pour avancer, encore une fois, plus on est à porter le même projet, mieux c'est. Mais quand vous voulez travailler, il faut qu'on travaille de manière sereine. C'est pas toujours facile avec Calédonie Ensemble. Donc pour l'instant, on avance et après, évidemment, on les contactera et qu'on essaiera de leur proposer un projet et de le faire évoluer pour qu'on puisse se porter tous ensemble. Encore une question, Gilles Brial, c'est l'un des faits d'actualité. Les élections provinciales, elles doivent avoir lieu avant le 15 décembre. Il faut les reporter, il faut les organiser. Comment est-ce que vous voyez les choses? Une élection, elle doit se faire dans des conditions politiques saines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est difficile de faire une campagne électorale quand il y a une partie de la population qui est condamnée à rester chez elle. Hein. C'est le cas du Mont d'Or, mais c'est également le cas d'une partie de la population de la côte est. Ça s'améliore au quotidien. On n'est pas prêt aujourd'hui à aller à des élections en fin d'année. Et puis, accessoirement, on a un petit problème à régler, c'est que les élections ne peuvent pas se dérouler avec le corps électoral actuel. Donc, donner une date sans dire comment on va y aller et qui va voter, ça me paraît compliqué. Ce serait mieux de trouver un accord minimal sur un corps électoral et après de dire on va aux élections. Et ce qui serait encore le mieux du mieux, c'est de dire on discute, on trouve une solution d'après accord de Nouméa, un nouveau projet institutionnel qu'on fait valider par référendum aux Calédoniens et après on fait des élections qui mettent en place ces nouvelles institutions. Ça, c'est l'idéal de l'idéal, mais c'est sûr que ça ne peut pas se faire cette année. Et pour y arriver, encore une fois, il faut qu'on ait un État qui prenne des initiatives et on ait des indépendantistes qui aient le courage de venir discuter. Il peut y avoir un consensus sur ce report, c'est ce qui est attendu. Enfin, c'est ce qui est souhaité, j'imagine, même par l'État, qu'il y ait un consensus pour demander ou non le report des élections provinciales à 2025. Oui, ben, l'État va essayer de nous mettre d'accord tous ensemble. C'est normal. Et c'est toujours mieux quand les Calédoniens, quelle que soit leur tendance, sont d'accord. Mais pour ça, il faut échanger. Encore une fois, il
faut pouvoir échanger, et donc il faut que les indépendantistes sortent de l'ornière dans laquelle ils se sont mis, qui est plus une ornière aujourd'hui, c'est un fossé, un gouffre, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un grand canyon, mais en tout cas, il faut qu'ils bougent, parce que les Calédoniens ne demandent que ça. Et encore une fois, partir aux élections demain n'a pas de sens pour les Calédoniens. Ils n'arrivent pas à se demander s'ils auront un travail à la fin du mois, comment ils vont payer leurs factures, leurs crédits. Les entreprises essayent de jouer leur survie et leur dire on va aller faire des élections là-dedans, ça paraît un peu décalé. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud, porte-parole des loyalistes, à défaut des, on dira autonomistes la prochaine fois. Oui, voilà. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Merci.